Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Cette semaine, nous sommes à nouveau en politique. Alors, il me fait grand plaisir de recevoir le député de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, ministre délégué aux Mines, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Luc Blanchette. Monsieur Blanchette, bonsoir. Bonsoir, bien heureux d'être là. Bien heureux de vous accueillir également, Monsieur Blanchette. Bon, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une grande région. C'est une région forestière, mais également région minière. Et vous êtes le ministre délégué aux mines. Donc, j'ai la personne idéale à côté de moi pour qu'on parle de mines. Fait que je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais il y a quelque chose qui, dernièrement, qui a fait les manchettes, M. Blanchette, c'est que le gouvernement Couillard aurait modifié en catimini le tracé d'une future aire protégée afin d'y permettre l'exploitation minière. Quelle est votre position dans ce dossier-là, M. le ministre? En fait, on va corriger oui, allez-y. Je suis très content que la question soit posée. C'est quand on développe une aire protégée, on réserve des terres à l'État, puis on en réserve toujours plus large que moins large. Okay. Et là, on fait, c'est un long processus, une aire protégée, ça prend minimum 10 ans, puis j'ai vu d'autres dossiers où ça a pris 15 ans. Donc, ils ont fait, le ministère de l'Environnement, le MDDELCC, là, okay. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, okay. Ils ont fait leur analyse très rigoureuse. Et là, moi, je ne fais pas d'intervention. Nous, on a réservé, parce qu'on est responsable du développement minier, on a réservé à l'État toutes les terres élargies telles qu'ils le souhaitaient. Eux ont fait l'analyse de ça et ont retranché une certaine portion, qui est une portion minime dans l'ensemble du projet. Et dans cette portion-là qu'ils ont retranchée, bien là, ils nous l'auront redonné. Et nous, on a remis ça à la disposition de l'entreprise minière à des fins de développement. Mais c'est le ministère de l'Environnement qui l'a retranché. Nous, on n'avait rien à faire avec ça. Ça a été dit autrement dans les médias. Je respecte les médias, mais ça a été dit autrement. Comme de quoi que c'était notre responsabilité d'avoir retranché ça, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et là, une fois que les terres sont redevenues publiques, donc qui appartiennent au ministère Énergie et Ressources, il y a une entreprise minière qui a postulé pour aller là. Maintenant, on est à l'étape d'exploration. Ça ne veut pas dire qu'on va se rendre à l'étape d'exploitation. Pour ce faire, ça prend une rentabilité, ça prend des études, etc. Une grosse étude avant ça. Mais ça peut prendre encore beaucoup de temps. Oui. Et advenant le fait, ce qui n'est pas acquis, mais advenant le fait qu'il y a une rentabilité économique de tout ça, bien là, il y aura peut-être un comité de suivi, puis il y aura peut-être des mesures d'atténuation ou de mitigation, etc., qui pourront s'ajouter à tout ça. Mais on n'en est vraiment pas là. Donc, je veux rassurer la population que moi, comme député de cette circonscription-là, je suis tout à fait à l'aise et même je souhaite des aires protégées au maximum sur mon territoire de façon à ce qu'on puisse avoir des endroits, de bels endroits pour aller se promener. Oui, parce que c'est quand même un site qui est très beau. C'est l'aire protégée du Mont-Canasuta, oui. Autour du Mont-Canasuta. Mais c'est le ministère de l'Environnement qui a retranché ça, jugeant à propos de dire que ça, c'était pas nécessairement, ce segment-là du moins, n'était pas propice à être inclus dans l'aire protégée. Pourquoi que le président de l'Action boréale, M. Henri Jacob, a vraiment fait une sortie contre ça, puis a dit que c'était inadmissible ce qui arrivait? Écoutez, on est dans un pays démocratique. Là. Moi, je ne peux pas me mettre dans la peau des gens, je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Mais dans ce cas-là spécifique, je tiens à le dire à la population, je suis très honnête, on a fait les vérifications voulues. C'est le ministère de l'Environnement qui a délaissé ce segment-là. C'est pas nous qui avons fait pression, ça c'est tout à fait faux, c'est pas vrai. Maintenant, moi je peux pas empêcher les gens de faire leur représentation. Là. Ça, on est en démocratie tout de même. Là. Quelle est cette entreprise-là, Vantex Resources? Oh, il y a 500 entreprises en exploration minière au Québec. Je les connais pas tous. Okay. Je les connais pas, ces gens-là. Parce qu'on dit que c'était ça correspondrait aux claims miniers détenus par cette entreprise-là. À l'époque, quand on a fait... quand on a soutiré toutes les... on a fait des réserves à l'État, justement, pour que le ministère de l'Environnement puisse faire ses analyses. Elles les ont faites selon leur processus. Ils ont des critères très objectifs. Et là, ils ont fait toute leur analyse.
Puis ils ont retiré ça. Une fois qu'ils l'ont retiré, si les claims appartenaient à d'autres, là, à ce moment-là, bon, là, comme ils s'en sont départis, ça redevient à ce moment-là disponible à l'exploration. Et comme il y avait déjà des droits acquis sur le passé, bien là, ils ont pu repostuler dessus. S'ils avaient pu dire, ben non, moi je suis plus intéressé, peut-être que d'autres auraient pu le faire. Monsieur Blanchette, on va rester dans le domaine minier, si vous me permettez. On va parler, parce qu'on ne sait plus, à certains moments, à appeler le plan Nord le plan mort. Moi, si je vous demandais aujourd'hui, au mois d'avril 2016, où en est rendu le plan Nord? Question très pertinente. Le plan mort, tel qu'on l'a entendu, c'est même nous qui l'avons popularisé comme Parti libéral du Québec, lorsque l'ex-ministre des responsables des ressources naturelles, Mme Ouellette, a été responsable de ce secteur-là. Elle a fait un dommage important à cette industrie-là. Et j'en veux encore à Mme, en tout respect, à Mme Marois, parce que on était bien parti en matière d'investissement. On est passé parmi les premiers endroits à investir au monde en matière minière à 21e position. Et Mme Ouellette y est pour beaucoup là-dessus. C'était plus une activiste qu'une ministre responsable du développement minier au Québec. Là, vous allez loin, là, oui, en disant ça. mais je pèse mes mots parce que je l'ai entendu à Toronto, je l'ai entendu à Montréal, je l'ai entendu à Québec, je l'ai entendu par les gens de l'extérieur. Les gens sont rassurés d'avoir un parti qui est, puis l'expression, c'est « open for business ». Et moi, comme responsable de l'industrie minière, j'ai à développer des mines qui soient des mines du 21e siècle. C'est-à-dire que je dois être respectueux de l'environnement. C'est pas vrai qu'on va développer une mine. C'est pas vrai qu'on va développer une mine, M. Lacasse, comme on le faisait dans les années 50. Okay? Non, puis il ne faut plus le faire ça non plus. Et en même temps, je veux développer des projets miniers qui aient une bonne acceptabilité sociale. Et donc, c'est pas évident. On a parfois des populations autochtones, parfois des populations locales sur lesquelles ces projets-là se développent. Puis il faut savoir composer. Donc, il y a eu une loi en commun qui a été votée. Les trois principaux partis, je ne parle pas de Québec solidaire, mais les trois principaux partis ont voté cette loi-là et maintenant, on est en application. L'industrie minière nous a dit, il ne faut surtout pas modifier cette loi-là. On a fini de jouer parce que ça insécurise les investisseurs de faire ça. Et honnêtement, là, partout où j'allais, que ce soit au PDAC, le PDAC, c'est le congrès des Prospector Developers Association Canada, les gens nous disaient, mon Dieu, que c'est rafraîchissant d'avoir un gouvernement du Québec qui est en faveur du développement minier au Québec. Ça nous a fait un tort très grand. On a eu à rétablir la situation de confiance pendant une période de 2 ans et c'est toujours très sensible. Là, maintenant, on fait du développement minier. C'est pas vrai que c'est un plan mort. Au contraire, il y a beaucoup d'infrastructures qui se développent. Pour construire une mine, c'est simple, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou au Québec, c'est la même chose. Ça prend des infrastructures de transport, que ce soit maritime, ferroviaire, aérien ou autre. Ça prend des infrastructures de télécommunications et ça prend de l'énergie. Nous, on travaille beaucoup là-dedans. On est en train de regarder pour une 3e voie ferrée, une étude d'opportunité sur la fosse du Labrador, sur la Côte-Nord. On est en train de regarder aussi à l'accès aux aéroports d'Hydro-Québec dans le Nord, de façon à assurer que l'exploration puisse se faire. Il y a eu des routes qui se sont construites jusqu'au Mont-Tige. On va améliorer aussi la route de la baie James. Donc, ça veut dire qu'en définitive, le plan Nord est vivant. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Bien là, ça dépend toujours de votre auditeur. Oui, oui. Si votre auditeur, c'est des gens de l'opposition, je peux comprendre, mais si vos auditeurs, c'est-à-dire si vos interlocuteurs, c'est des gens directement du gouvernement, c'est un peu différent. Okay. Moi, je pense qu'on est en train de développer, on a mis, justement au dernier budget, un crédit d'impôt supplémentaire pour le Moyen-Nord et Grand-Nord. Donc, 35 de crédit d'impôt qui s'ajoutent à l'exploration. Après ça, si la Radlin, c'est important pour Abitibi-Ouest, puis je m'explique. En même temps que la phase 1 de Radlin se développait, la mine Selby terminait. Ce qui veut dire que les gens qui ont perdu leur emploi parce que la mine était épuisée... qui est pas loin. Pas Casa-Berardi. Je parle vraiment de Selby. Non, je comprends, oui. Parce que Casa-Berardi est toujours en fonction elle est en force, mais elle a un peu remplacé la mine Selby aussi. Oui, mais les gens de Selby ont pu aller aussi à Radlin. Donc, ça veut dire que c'est des salaires de 115 000 par année. Et ça rentre directement dans le compte de citoyens
Je dis citoyens parce que c'est surtout des hommes. Ça peut être quelques citoyennes, mais c'est majoritairement des hommes. Et ça, c'est des bonnes payes qui rentrent suite, dans le fond, au développement de Radlin. Et là, on parle d'une phase 2 de Radlin. On parle de Stornoway. Les bâtisseurs de mines ont été à Stornoway, les gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Beaucoup Rouyn-Noranda et Val-d'Or, c'est vrai, mais peut-être aussi de la main-d'œuvre d'ici. Donc, moi, je le vois, Némisca Lithium, qui est en train de se développer. On a dans la stratégie, je viens de déposer une vision minérale un peu mise à jour là-dedans, et on a des minéraux stratégiques qu'on appelle, qui sont en grande demande. Tout le monde à la maison, un téléphone intelligent, peut-être une tablette, l'énergie éolienne, solaire et les voitures électriques, ou le train ou automobile, utilisent des nouveaux minéraux qu'on appelle le lithium, le vanadium, les éléments de terre rares et le graphite. Bien, on s'est doté d'une vision qui va développer ces minéraux-là. Alors que de dire que le plan Nord est un plan mort, quand on fait autant de développement en recherche, développement et innovation, je suis moins d'accord. Moi, on est en train d'investir en R&D, avec l'UQAT notamment, mais aussi avec Corem, avec Consorem à Chicoutimi, ou même avec Agora 49 à Chibougamau. On est vraiment en mouvement. Le plan Nord, c'est beaucoup, pas juste minier, on s'entend. Non, c'est aussi des communautés autochtones. Oui, c'est aussi des communautés autochtones. Aussi, oui. Là, dans le secteur minier, plus récemment, suite au dernier budget, on investira 625 millions en restauration de sites contaminés. Oui, on va en parler justement. C'est dans mes prochaines questions, Okay. M. le ministre. Je vous écoute. Est-ce que, pour finir avec le plan Nord aussi, est-ce qu'on peut dire que, et ça s'est dit souvent, que l'austérité du gouvernement insécurise les investisseurs miniers? Bon, je vous repose la question, en toute amitié. Qu'est-ce que l'austérité pour vous? C'est vous qui allez me le dire. Non, c'est parce que les gens en parlent, je leur demande la définition, puis les gens en entendent parler, mais la définissent jamais. OK. Si je prends l'austérité en Grèce, c'était des coupures de 20 des prestations de vieillesse. Est-ce qu'on a fait ça ici? Ah non, ça là, c'est sûr. Est-ce qu'il y a eu 20 on parle Monsieur Lacan, de coupures de budget à bien des tout respect, endroits, là. oui. Est-ce qu'on a coupé 20 des effectifs de la fonction publique au Québec? Est-ce qu'on a coupé fait vous ça? l'avez augmenté. Ben là, oui. On n'a pas... Et est-ce que le taux de chômage... Oui, mais quand on prend le domaine de la santé, monsieur... Permettez-moi. Oui. Le taux de chômage est entre 6 et 7 en Abitibi-Témiscamingue. Il est à 35 en Grèce. En Grèce, c'est l'austérité réelle. Est-ce qu'on a de l'austérité aussi au Québec? C'est vrai qu'il y a eu des coupures dans le domaine de la santé, mais c'était beaucoup sur les cadres. Mais c'est pour ça que quand j'entends le mot austérité, moi, c'est pas un mot... Ça vous chicote un petit peu. Ben, c'est parce que je trouve ça exagéré, voire même inapproprié. On l'entend beaucoup, mais personne ne le définit. Puis pour moi, austérité, c'est beaucoup plus que ce qu'on a vécu au Québec. Resserrement des budgets? Oui. Il est vrai qu'on a fait le ménage. Comme tous les ménages d'Abitibi-Ouest, on a dû équilibrer nos revenus en fonction de nos dépenses. Le contraire, on a dû équilibrer nos dépenses, se restreindre en termes de dépenses pour arriver aux revenus. Qui n'aurait pas fait ça? Dans les 40 dernières années, donc ça couvre tous les partis québécois, partis libéral confondus, là, dans les 40 dernières années, seulement à 6 reprises, on a fait des périodes d'équilibre budgétaire. Dans les 34 autres, on a fait des déficits. Oui. Là, pour la deuxième fois, donc sur un mandat de 4 ans et demi, en deuxième fois, on est à notre deuxième budget équilibré. Et moi, j'en suis très fier. Mais c'est sûr que l'opposition, les gens demandaient « Ah, vous faites des coupures dans bien des domaines. » Bien, on fait l'équilibre budgétaire. Mais c'est ce qui vous a permis d'avoir un surplus de 2,5 milliards lors du dernier budget. Bien, 2,5 milliards, faisons attention, ça s'en va au fonds des générations. Oui, exactement. Oui. Qui améliore notre cote de crédit. Parce que... Mais il n'aurait pas été mieux de le placer dans la santé, je ne sais pas, bon, on aurait pu le placer à peu près à bien des endroits. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien placé au fond des générations, non, là. Je ne dis pas ça. Sauf qu'on aurait peut-être pu aussi en placer ailleurs. Monsieur Lacasse, on paie combien d'intérêts sur la dette par jour? On en paye énormément. Peux-tu vous donner un chiffre? Allez-y. 30 millions par jour. OK. 30 millions par jour fois 365 jours, c'est ça qu'on paie d'intérêt sur la dette.
On avait dépassé notre norme, je dirais, notre norme raisonnable. C'est pas ça qu'on fait. On a vraiment toujours mis sur le dos de la dette, et moi, je suis contre ça. On n'a pu mettre nos générations qui vont venir dans le trouble. Et le fonds des générations, ça sert pour les agences de cotation de crédit. OK, ils ont ce fonds des générations-là, on peut diminuer la dette, mais au moins, ils ont un petit coussin. C'est une sécurité. C'est une sécurité. Et si notre taux, c'est-à-dire notre dette par rapport au PIB, c'est souvent l'indicateur qui est utilisé dans le jargon, était, comme le gouvernement fédéral, très faible, de l'ordre de 40 je dirais pas. Mais nous, on est à 55 au Québec. Donc, on a toujours eu le même réflexe, au fil des années, de reporter la dette. Pire, le Parti québécois, quand il était au pouvoir avec M. député de Rousseau, quand il a voulu déposer un budget, il a déposé un budget, mais sans la partie crédit. Bien, c'est pas sérieux, parce qu'il savait très bien, il était conscient qu'il y avait une dette. Et oui, il y a eu beaucoup de promesses de fait à gauche et à droite, surtout en campagne électorale. Il y a eu 3 milliards plutôt de dépensés de janvier jusqu'à avril 2014, au moment des élections. 3 milliards de promesses de faites à gauche et à droite. On est en train de rééquilibrer ça, et c'est la raison pour laquelle le ménage, oui, a été fait, et on a pris nos responsabilités comme gouvernement. Ça a été salué par énormément de personnes, et pas juste les gens des affaires, mais l'ensemble de la population. En fait, je vous dis que 60 de la population est favorable à l'équilibre budgétaire. C'est pas rien dans la population, ça. Monsieur Blanchette, on va rester encore dans le domaine minier. C'est vraiment très intéressant que de vous entendre. Et c'est votre ministère aussi. Oui. Décontamination des sites miniers. Moi, je venais en parler absolument parce que c'est une priorité. Vous en avez fait une priorité et bravo. C'est une bonne nouvelle pour tout le Québec en général et l'Abitibi-Témiscamingue aussi parce qu'on a beaucoup de sites miniers. Restauration de 50 des 700 sites abandonnés d'ici 2022 et 100 pour 2027. C'est une bonne et grosse nouvelle. Bon, juste une petite correction. Oui, au lieu d'être 50 d'ici 2022, on vise le 80 C'était 50 Ah, OK. Et on l'amène à 80 Il veut le passer à 80 c'est beau. Quelles sont les régions qui ont besoin d'être décontaminées en termes de sites orphelins qu'on appelle? Oui. C'est-à-dire des sites pour lesquels on n'est plus capable d'identifier les propriétaires pour prendre leurs responsabilités. Alors, c'est au gouvernement à prendre ses responsabilités. Ça ne sera plus dans le futur, j'expliquerai tantôt pourquoi. OK. Mais c'est l'Abitibi-Témiscamingue en premier lieu. J'aurais dû amener les cartes, je les avais. La plupart des sites... je dis à l'œil, peut-être 75 des sites à décontaminer au Québec sont en Abitibi-Témiscamingue. Okay. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et il y en a un petit peu dans le segment Chapelle-Chibougamau et le segment Selby. Selby était bien décontaminé en passant, là. Oui. Mais Joutel, Matagami, là, il y a quand même des sites qui sont là-dedans. On se devait de procéder à ça pour améliorer notre bilan environnemental. C'est un passif environnemental qu'on traînait de budget en budget, donc on a décidé d'investir là-dedans. C'est quoi un site à décontaminer? Sur les 700 sites, c'est pas 700 parcs à résidus miniers, il faut faire une distinction. Parfois, c'est des sites d'exploration voilà, exactement. avec 2 ou 3 gallons d'huile exactement, renversée. C'est ce qu'on disait. Un baril de 45 gallons, quelque chose du genre. Il ne faut pas dire que c'est 700 sites miniers. Là. Il faut faire attention. Ben, il y avait des sites d'exploration, donc c'est moins impliquant que l'autre. Oui. Et ça va se faire chez nous. On va mettre en priorité les sites qui sont les plus urgents à décontaminer. Donc, il y aura peut-être plus d'argent qui vont être mis en début de cette période de 6 ans-là, d'ici 2022, qu'après. L'autre bonne nouvelle qu'il faut savoir, c'est que la plupart des sites ont eu une estimation, on évaluait au tout début 1,2 milliard en décontamination, mais dans les faits, ça va coûter moins cher puisque dans la plupart des sites, lorsqu'il s'agit de décontaminer, on prend des moyens entre nous pour mieux faire pour diminuer la facture. Je m'explique. À Chapais, ils ont mis des centres de Chapais Énergie dans un site de restauration de parcs à résidus miniers. Puis les cendres vont faire égaliser, puis il n'y aura pas de drainage minier acide parce que le traitement de ce type de parc-là pouvait prendre ça. Donc, bonne nouvelle, on a diminué la facture avec ça. Ailleurs, par exemple, il faut mettre une membrane, il faut mettre du granulat, de la roche, après ça, du sable, de la terre, et on sème.
Bien là, s'il y a des granulats d'un parc à résidus miniers ou qu'il y a du stérile, on peut prendre ce stérile-là. OK, puis Donc, il y a toutes sortes de moyens Oui. pour abaisser les factures et de façon intelligente, en autant que ça s'assure que la prescription de l'ingénieur, qui est approuvée par le ministère, respectée, mon c'est ministère, ça, OK. soit respectée, que ça se fasse correctement. Et oui, la plupart des sites vont coûter moins cher, mais en même temps, c'est des beaux investissements qui vont être faits. Mais est-ce que, avec ça, est-ce que le ministère de l'Énergie et des Ressources, les budgets seront augmentés à ces ministères-là pour cette décontamination? On a 625 millions dans un premier temps sur une période de 6 ans. OK. Puis comme j'ai dit, les montants vont être mis en début et au-delà de ça, 80 devraient être faits. 80 de tous les sites à résidus miniers. Donc, c'est des bonnes nouvelles. On veut l'accélérer puisqu'on passe de 50 à 80 et en même temps, on veut aller au plus urgent en premier. Puis les petits sites, les corriger, etc. Ça va faire travailler du monde. Oui, exactement. Du monde de la BTB-Témiscamingue. J'ai un rêve que je vous partage ici sur les ondes. C'est presque un scoop. Si on pouvait favoriser l'embauche autochtone également. OK. Parce que c'est beaucoup du travail de camionnage, de 10 roues, un peu de pelle, etc. Si on développe cette expertise-là, mais peut-être que ce sera la même main-d'œuvre qui aura travaillé à Royal Nickel ou qui ira travailler sur un autre site, mine à ciel ouvert. Oui. Donc, c'est le but un peu visé de faire travailler notre monde, sans nécessairement d'obligation, mais au moins quelque chose de favorable à ça. On y travaille avec mon collègue Jeff Kelly et on espère avoir de bons résultats. Puisque c'est de l'argent gouvernemental, on veut bien faire les choses en toute objectivité, mais en même temps faire travailler notre monde en Abitibi-Témiscamingue. M. Blanchette, on dit que le gouvernement compte faire plus de place aux femmes dans l'industrie minière. Pour l'instant, le taux est inférieur à 2 Oui. Quel est votre programme sur ça? C'est intéressant. On travaille beaucoup parce qu'avec le 6 à 7 de chômage, on commence à manquer de main-d'œuvre. Et il y a un contexte de départ massif à la retraite. Je vous dis parce que dans une autre vie, j'ai déjà économisé du travail en Abitibi-Témiscamingue. Donc, il y a un moment propice. Dans une mine, aujourd'hui, ce n'est pas que de l'extraction ou de l'exploitation, mais c'est aussi de l'environnement. Donc, je connais des directrices de développement de l'environnement, notamment à la mine de Matagami et autres. Il y a beaucoup de monde qui gravite autour de l'environnement qui sont des femmes. 40 des géologues sont également des femmes. Donc, on veut aussi développer ces équipes-là. On veut encourager ça. On veut aussi regarder sur la formation professionnelle. J'ai une anecdote, pas loin d'ici, à Éclat, pour ne pas la nommer. On a 4 nouvelles machines qui sont là, dont une hyper perfectionnée. Elle coûte une fortune, celle-là. Et on a donné le contrat à la femme parce qu'elle brisait moins la mécanique. Ah oui, mais là, c'est ce que je vous dis, là. Et là, les gars étaient en beau fusil, on s'entend. Mais ils ont dit, ben, vous avez juste à faire prendre soin de vos mécaniques comme elle le fait et vous allez obtenir votre machinerie qui est plus performante. Mais c'est le genre d'anecdote. C'est sûr que c'est un objectif d'augmenter ces gens-là. Et avec les comités de suivi minier, donc, c'est des gens de communication. On pense qu'il va y avoir plus de femmes qui vont rentrer dans cette industrie-là. Et aujourd'hui, avec la mécanisation, l'hydraulique, la pneumatique, etc., on a de moins en moins de jackleg dans les mines. Je ne dis pas qu'on n'en a pas, mais on en a moins. Et donc, c'est beaucoup sur de la mécanique, des petits bras, là, etc. Fait que la justification faisait en sorte que c'est un milieu qui excluait les femmes est de moins en moins nécessairement présent. Et l'industrie même se diversifie avec les nouvelles fonctions qu'elle a. M. Blanchette, la relance de Québec Lithium, est-ce que ça vous préoccupe? Puis, vous vous occupez sûrement du dossier de très près, j'en suis persuadé, c'est rendu. Est-ce qu'on peut espérer une relance? Oui. La bonne nouvelle, M. Lacasse, c'est qu'une mine, ça ne se déménage pas. Ça, c'est la bonne nouvelle. On ne peut pas y mettre de roues, hein? Non. C'est sûr et certain. Et ce qui fait que Québec Lithium, c'est un bon projet. Ça fait partie des minéraux stratégiques qu'on a. Le lithium est un des produits les plus en demande présentement sur le marché planétaire. Oui, c'est sûr, on sait pourquoi. À cause des voitures électriques, déplacements électriques, mais aussi dans l'industrie éolienne et autres. Oui. Et ce qui fait que ça va se développer. Maintenant, le mandat, sur le plan environnemental, on est correct. Sur le plan des opérations, on est correct. On cherche un repreneur de ça, un financier. Et le mandat est plus à Investissement Québec. C'est pas à moi de faire tout ce démarchage-là, mais il y a du démarchage à l'international qui se fait.
et on compte éventuellement avoir de bonnes nouvelles là-dessus. Là, les gens me disaient oui, mais c'est dans un an. Je m'étais un peu étiré en disant oui, incessamment. Je donne pas de date parce que j'en ai pas, mais oui, ça fait partie de la fonction. Maintenant, il y a un contexte qui n'est pas nécessairement favorable. Il y a un ralentissement en matière de demande des métaux, Oui, sauf pour les minéraux stratégiques, mais sur les métaux. Et dès que la consommation américaine et européenne aura repris, la machine manufacturière asiatique va reprendre et là, nos matières premières pourront être écoulées. Donc, vous espérez mener j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Ce dossier-là. Le dossier, on ne l'a pas oublié. Il y a eu des visiteurs, des gens qui sont intéressés. Ça se fait. Maintenant, faut procéder. Il faut que le repreneur prenne ses décisions et on va laisser le privé. Le gouvernement ne peut pas tout faire dans ce dossier-là, puis c'est important parce que, imaginez-vous, M. Lacasse, là, si le gouvernement du Québec devait tout faire, un peu comme le chef de l'opposition, quand il est venu en Abitibi-Témiscamingue, a dit que le gouvernement devrait plus s'impliquer dans le secteur minier. Il y a des années, l'investissement dans le secteur minier était de 5 milliards. Et là, je reprends vos propres paroles du début de l'entrevue. Est-ce que ne devrait-on pas plus mettre cet argent-là, qui est de l'argent public, en santé, en éducation et en ci, en ça? La réponse est oui. Vous avez raison. Donc, le développement minier, je pense qu'il doit être fait principalement par les entreprises privées. Royal Nickel Corporation, Yes. à Launay, projet Dumont. Je reçois M. Dupont ici régulièrement. Et puis, c'est sûr que c'est immense. On ne peut même pas dire gros. C'est immense. Là, on s'en va avec des investissements mondiaux. Là, on parle du Japon, de l'Australie, de la Chine, etc. Ça avance à petits pas, mais c'est énorme. On le sait. Qu'est-ce que vous pensez de des projets-là? Et selon vous, est-ce qu'il va prendre forme? Encore une fois. Il vous reste 2 minutes. Oui, c'est un excellent projet, bien mené et développé de façon intelligente, avec une bonne acceptabilité sociale, un bon respect de l'environnement. La réponse est oui. Le nickel, toutefois, le prix du nickel est passablement tout se tient au prix des métaux, c'est sûr. Dès qu'il y aura la reprise américaine et européenne, la machine manufacturière va se développer, va se mettre en branle, et là, le nickel pourra... Parce que le nickel, c'est un métal d'avenir aussi. Oui, donc, beaucoup utilisé dans l'industrie automobile, notamment. L'industrie automobile, elle a beau être électrique, mais il y a une industrie automobile autour. Donc, moi, j'ai pas de crainte que oui, ça va lever éventuellement. Parce que c'est un dossier que vous suivez de près. Oui. Et Pierre-Philippe Dupont m'en parle couramment aussi. Dès que j'ai une occasion, puis je le rencontre à période assez régulière. Mais ce sont de bons projets. Inquiétez-vous pas, les projets miniers prennent parfois du temps. Oui, c'est sûr. Si la conjoncture avait été favorable, je savais, moi, très bien qu'il y avait 5 ouvertures qui se faisaient. Là, la prochaine ouverture, c'est beaucoup Stornoway, après avoir construit à 6 mois à l'intérieur des échéanciers prévus. Donc, ça, c'est 6 mois moins dispendieux aussi parce qu'on économise. La prochaine mine, c'est Stornoway, mais on a Nemaska Lithium, on a la phase 2 de Radlin, on a Canadian Royalties qui est juste au-dessus. On a des projets d'expansion aussi à Malartic. On commence à en avoir pas mal. Monsieur Blanchette, merci beaucoup. C'était très intéressant. On aurait voulu parler du domaine de la santé, du registre des armes à feu. Le temps nous manque. Je reviendrai au besoin. Avec grand plaisir, Monsieur Blanchette. Je vous remercie infiniment. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.